Je viens de lancer l'enregistrement de la VOD du Tech Talk. Ceux qui sont sur le live, bien évidemment. Vous pouvez dire bonjour à ceux qui regardent en différé sur YouTube, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et moi, pendant ce temps-là, je vais vous parler un petit peu du sommaire du Tech Talk qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer par parler jeux vidéo très rapidement. Ensuite, on va parler Intel. Et ensuite, on va avoir un gros chapitre sur AMD, Ryzen, où ça en est, le PC Express 4.0, l'upgrade vers Ryzen 3000, les cartes mères, etc., etc. Les rumeurs sur les Radeon 7 et leur fin de vie. On va ensuite partir sur du Nvidia avec les RTX super et tout et tout. Ensuite, on va parler vite fait de Huawei. Donc voilà, on va parler un petit peu de Google, donc intelligence artificielle, parler des Google Home, de DeepMind avec StarCraft, on va parler de la Switch Lite et aussi de l'upgrade de la Switch. Ensuite, on va parler de FaceApp et un petit peu de The Witcher 3. Voilà, voilà. Bon, c'est parti mon kiki. On va commencer avec la première news qui concerne un jeu vidéo qui sort prochainement, qui sort très très prochainement et qui est Wolfenstein Young Blood. Et donc c'est un jeu qui sort, je pense, en août, qui est évidemment labellé Nvidia avec le ray tracing, tout ça, qui est le troisième opus de cette série Wolfenstein, en tout cas depuis qu'ils ont recommencé avec Wolfenstein 1, Wolfenstein 2, je sais plus comment ça s'appelait, qui est sorti il y a 2 ans, je pense. Et là, c'est le nouvel opus Wolfenstein, on va dire 3, Youngblood, dans lequel vous incarnez deux sœurs et vous pouvez jouer en coop à deux. Ça sort très prochainement. Ça tourne notamment sur Vulkan, donc ça peut tourner sur Vulkan. Et donc, Nvidia a dû faire une espèce de petite adaptation du ray tracing qui d'habitude tournait avec DirectX Ray Tracing pour que ça tourne sur Vulkan. Ça s'appelle VK Ray pour Vulkan Ray Tracing. Et il semblerait que ça ne soit pas prêt lors de la sortie du jeu. Donc pour l'instant, le ray tracing n'est pas disponible ou ne sera pas disponible en tout cas lors de la sortie du jeu. Parce que les développeurs de Wolfenstein, donc Bethesda et Arkane Studio, ainsi que Nvidia, donc les développeurs de chez Nvidia, les ingés de chez Nvidia, sont encore en train de peaufiner le ray tracing, ils sont encore en train de bosser dessus pour arriver à l'optimiser suffisamment, à avoir le résultat visuel qu'ils souhaitent, etc., etc., à faire fonctionner tout ça correctement. Donc ça ne sera pas dispo à la sortie. Ils disent que ça sera dispo assez tôt après, on va dire, je pense que ça va mettre 1 mois ou 2 mois à sortir après la sortie du jeu. Donc le ray tracing devrait être disponible, on va dire, en septembre-octobre pour Wolfenstein Youngblood. Il y a également aussi potentiellement l'adaptative shading, qui était une technologie qui avait été montrée sur Wolfenstein 2, qui permet de faire du shading, du taux de shading variable, en gros de faire varier le taux des shaders et l'utilisation des shaders sur une même scène, histoire d'économiser des performances. Ça permettait de gagner, je pense, 20 à 25% de performance en plus, au moins 20% de performance en plus sur le jeu, en l'activant, et t'avais quasiment aucune différence d'un point de vue visuel. Et ça, c'est pareil, on ne sait pas si ça va être disponible directement à la sortie ou si c'est fait disponible quand ils vont implémenter le RTX. Parce que sur Wolfenstein 2, je pense que ça avait été rajouté genre 3 ou 4 mois après la sortie du jeu. Donc bon, voilà, voilà. Donc ça, c'est pour Wolfenstein Youngblood qui va sortir dans un mois. La seconde news concerne Intel. Intel, avec potentiellement, donc ça avait leak juste après la sortie des processeurs AMD Ryzen 3000, donc c'était aux alentours du 10-11 juillet. On avait un mec sur Twitter qui avait posté un tableau qui leakait la génération 10 de chez Intel, donc la prochaine gène qui s'appelait Comet Lake. On avait des gros doutes, et j'ai toujours des gros doutes, je voulais juste vous en parler. Mais grosso modo, il y a de fortes chances pour que ce leak que vous ayez vu soit potentiellement un fake. Ça a été fait par un mec sur... en gros, il n'y a pas de source, ça a juste été posté sur Twitter comme ça, là, hop là, avec le tableau. Et il y a beaucoup de choses dans ce tableau qui font qu'on n'est pas vraiment sûr que ce soit véridique ou pas. En fait, il y a plusieurs choses qui pointent vers le fake. Beaucoup de choses qui pointent vers le fake. Notamment le fait qu'il y a un truc tout con.
il y a un truc tout con que vous voyez peut-être pas ici, mais les processeurs sont listés du, du moins puissant au plus puissant. Donc le moins puissant est en haut. Donc on commence avec l'i3 en haut et on finit avec l'i9 en bas. Sauf que Intel, sur chacun des tableaux qu'ils ont fait quasiment, l'ordre est inversé. L'ordre est inversé. C'est-à-dire que le processeur le plus puissant est en haut et le processeur le moins puissant est en bas. Donc juste ça, ça pointe un petit peu vers le fake. Il y a aussi le fait que le mec dirait, enfin, selon le tableau, on changerait de socket, on passerait sur du LGA 1159, ce qui est plus le même socket que toutes les générations qui sont en 14 nanomètres, qui est le même socket que Skylake, qui est plus le même socket que Kaby Lake, qui est plus le même socket que Kaby Lake Refresh, etc., etc. Donc ça aussi, ça pointe un petit peu vers le fake, parce que je vois pas Intel changer de socket pour la 10e génération, alors que c'est encore un énième refresh en 14 nanomètres. Également, au niveau du procédé de gravure, on sait que c'est un refresh de 14 nanomètres, mais le mec avait écrit 14 plus plus plus. Alors, je veux bien qu'Intel avait écrit 14 plus la première fois, 14 plus plus la deuxième fois, mais commencer à rajouter des plus, ça fait un petit peu trop. Il y a un moment où, d'un point de vue marketing, ça va être prochaine gen, ça va être quoi, 14 nanomètres plus 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 plus. Bon voilà, beaucoup de choses qui pointaient vers le fake dans cette news. Cependant, il y a un truc qui pourrait, il y a certaines informations qui pourraient être véridiques, c'est que ça sortira en 2020. Ça sera toujours gravé en 14 nanomètres. Au niveau des prix, ça a l'air un peu mieux, c'est-à-dire que, à mon avis, Intel devrait se caler sur ces prix-là quand on voit ce que fait Ryzen, c'est-à-dire qu'avoir un i3 qui commence aux alentours des 130 balles et avoir un i9 qui est aux alentours des 500 dollars et plus 600 dollars. Et au niveau des cœurs, j'espère que ça serait véridique, parce que comme vous pouvez le voir, ici on aurait un i3 qui aurait l'hyperthreading, donc qui passerait de 4 cœurs 4 threads à 4 cœurs 8 threads avec l'hyperthreading. On aurait l'arrivée de l'hyperthreading sur les i3, ce qui serait une chose excellente. L'arrivée de l'hyperthreading sur les i5, ce qui fait qu'on passerait de 6 cœurs 6 cœurs à 6 cœurs 12 cœurs. On aurait encore bien évidemment des processeurs. Cette fois-ci, on aurait des i7 avec 8 cœurs. Ça serait plus seulement l'i9 qui aurait i9 avec hyperthreading. Donc 8 cœurs avec hyperthreading, donc des i7 avec 8 cœurs et 16 fils de calcul. Et on aurait des i9 qui auraient 10 cœurs. Ça, pour moi, ça aurait du sens que Intel se cale sur ses valeurs de cœur et ses valeurs d'hyperthreading pour la prochaine gen, pour pouvoir concurrencer AMD. Parce que sinon, je pense qu'ils n'auront aucune chance. 14 nanomètres plus au carré. Ouais, le retour. Ah, c'est vrai que le retour, les i3 avant étaient en 2 cœurs, 4 fils de calcul, puis ils sont passés en 4 cœurs sans hyperthreading, donc ça serait le retour de l'hyperthreading pour les i3. Mais cette fois-ci sur du 4 cœurs, 8 fils de calcul. Bon, en gros, ce tableau sonne fake dans tous les sens du terme, tout, enfin, ça pue le fake à plein nez, mais il y a quand même quelques infos qui pourraient s'avérer véridiques. Et il se peut qu'Intel sorte des processeurs qui ressemblent, qui aient les caractéristiques qui sont décrites dans ce tableau-là. Par contre, il n'y aurait certainement pas de changement de chipset, etc., etc. Enfin, changement de socket, etc., etc. De son côté, AMD, bah écoutez, AMD, ça va toujours très très bien pour eux. AMD, ça va parfaitement, comme sur des roulettes. Ryzen, ça va très bien pour eux. Il y a pas mal de tests du Ryzen 3600X et 3600 qui sont sortis. Après, dans une deuxième vague, parce que les premiers processeurs targetés par les reviewers, c'était le 3700X et le 3900X. Là, on a pas mal de tests qui sont sortis pour les Ryzen 5, qui sont à des prix qui sont vraiment excellents. 200 dollars pour le 3600, ça fait 210, 220 euros. 260, 270 euros pour le 3600X. Grosso modo, c'est juste un changement de fréquence entre ces deux processeurs-là. Sinon, au niveau des cœurs, c'est la même chose. 6 cœurs avec 12 fils de calcul, même architecture, même fonctionnalité. On a juste un peu plus de fréquence et de puissance sur le 3600X. On passe quand même sur quoi 200 MHz en plus sur la fréquence de base et sur la fréquence boostée. Et sinon, c'est même TDP, etc., etc. Et je peux vous dire que à tous ceux qui veulent construire un PC,
achetez un Ryzen 3600 ou 3600X. Tous ceux qui veulent faire des PC aux alentours des 1000 euros, je pense que ça serait le target price un peu, 1000 euros, 1200 euros, là où t'as pas assez de budget pour prendre un Ryzen 7, bah tu prends un Ryzen 5 3600, ça défonce tout. Voilà, ça défonce absolument tout. Bon, Ryzen va tellement bien, ils vont tellement bien que potentiellement le PCI Express 4.0 pourrait être supporté par les cartes mères X470 et B450. Alors ça, c'est une histoire un petit peu compliquée. AMD est pas trop sûr, ils savaient pas trop s'ils voulaient autoriser les revendeurs à activer le PCI Express 4.0 sur leurs cartes mères en X470 et B450. Ce qui s'est passé en fait, c'est que Asus a permis, à travers une mise à jour de BIOS, d'activer le PCI Express 4.0 sur leur carte mère en X470 et en B450. AMD a envoyé une lettre à Asus en disant « Stop, vous pouvez pas faire ça, on vous interdit de faire ça, parce que c'est pas du tout dans notre intérêt. » Et ensuite, AMD en fait est revenu sur sa décision, il me semble, et a dit « Ok, on peut le faire, mais seulement sur certaines des cartes mères, etc. etc. » Donc, il y a certaines cartes mères en X470 et en B450 qui seront compatibles avec le PCI Express 4.0. Comment ça va marcher? C'est qu'en fait, le CPU gère le PCI Express 4.0. Il y a un chipset sur le CPU, là. Il y a les deux trucs dans lesquels il y a les corps, dans les cœurs, et il y a le chipset d'input-output, qui fait aussi la communication entre les deux chiplets de cœur. Et bien celui-là, il gère le PCI Express 4.0. Le truc, c'est qu'il y a toujours le chipset sur la carte mère qui, lui, ne gère seulement le PCI Express 3.0. Mais en fait, si Asus active le PCI Express sur leur carte mère, en fait, pour certaines des lignes PCI Express que vous avez, donc pour certains des slots, plutôt que d'utiliser le contrôleur de la carte mère qui est en 3.0, si vous activez le 4.0, eh bien, le slot de votre carte mère en PCI va utiliser le chipset qui est sur le processeur et utiliser le PCI Express 4.0 directement en interfaçant avec le processeur, plutôt que d'utiliser le contrôleur PCI qui est sur la carte mère et qui, lui, est limité en 3.0. Donc, c'est pour ça que c'est un truc qui est partiellement utilisable, c'est-à-dire que ça marchera pas avec toutes les cartes mères déjà, parce qu'il y en a certaines où c'est pas possible, et ensuite c'est pas utilisable sur tous les ports PCI Express de votre carte mère, parce que votre processeur a un nombre de ports PCI Express limité, etc., etc. Donc il y a un petit tableau qui avait été fait sur lequel il y avait des cartes mères sur lesquelles c'était supporté en Gen 4 16 fois, support en Gen 4 8 fois, support en Gen 4 4 fois, et pas de support. Donc essentiellement, par exemple, toutes les cartes mères en X470 en ROG, Republic of Gamers, quasiment, sauf la Strix F Gaming, ne supportent pas le PCI 4.0 sur le port PCI Express. Par contre, ils le supportent en 4 fois sur les ports M.2. Tu vois, c'est genre, il le supporte sur les M.2, mais il ne le supporte pas sur le PCI. Donc votre carte graphique ne sera pas en PCI Express 4.0, mais ça on s'en fout un peu. Par contre, vous pouvez mettre un SSD qui va supporter le PCI Express 4.0 sur un port M.2. Par contre, par exemple, la TUF X470 Gaming, elle le supporte sur le port PCI, mais elle ne le supporte pas du tout sur le port M.2. Et après, on a des cartes B450 qui, elles, étonnamment, offre un meilleur support du PCI 4.0 que les cartes X470. Voilà. Genre les Prime B450, les TUF B450 le supportent à la fois sur le PCI Express, donc sur le slot PCI, mais aussi sur le M.2. Ce qui est assez impressionnant. Donc voilà. Donc il se peut également qu'on voit le PCI Express 4.0 arriver sur d'autres cartes mères en plus que celle d'Asus que je viens de vous montrer, sur d'autres cartes mères, que ce soit MSI, Gigabyte, etc. Ça va être à travers des updates de BIOS, ça va peut-être marcher sur certaines cartes mères et pas sur d'autres. Ça va peut-être marcher sur le port PCI des fois et pas sur les ports M.2. Des fois ça va marcher sur les ports M.2 et pas sur les ports PCI Express, etc., etc., etc.
Donc, un petit peu compliqué. Bon, c'est sûr que si vous voulez du Ryzen 3, je vous dirais, vous n'avez pas forcément besoin du PCI Express 4.0. Vous pouvez utiliser ça avec une carte mère B450 et du Ryzen 3000, ça fonctionne très bien. Mais si jamais vous voulez vraiment avoir toutes les fonctionnalités qu'offre Ryzen 3000, vous prenez une carte mère en X570 et basta. Bon, AMD font aussi un autre truc très très bien justement pour les gens qui veulent upgrader leur Ryzen première génération, leur Ryzen deuxième génération, ou pour les gens qui veulent acheter du Ryzen 3 mais qui ne veulent pas acheter les nouvelles cartes mères, qui veulent acheter les anciennes cartes mères parce qu'elles sont moins chères. Eh bien, AMD propose des kits comme il l'avait fait apparemment sur Ryzen 2000 pour pouvoir upgrader et mettre à jour son BIOS donc d'une carte mère d'ancienne génération pour que ça soit compatible avec Ryzen 3000. Parce que si vous achetez un Ryzen 3000 et une carte mère de génération 1 ou 2 et que cette carte mère n'est pas à jour au niveau du BIOS, eh bien vous avez beau mettre le Ryzen 3000 dessus, ça ne démarrera pas du tout. Il y a seulement certaines cartes mères sur lesquelles tu peux faire une mise à jour du BIOS sans avoir de processeur fonctionnel dessus. C'est celles qui ont des processus avec soit de BIOS à l'arrière, en tout cas un processus de flashback du BIOS dans lequel tu peux insérer une clé USB dans ta carte mère, même s'il n'y a pas de processeur à l'intérieur, elle va charger et se mettre à jour à partir du BIOS qui assure la clé USB. Sinon, généralement, pour mettre à jour le BIOS d'une carte mère, tu es obligé d'avoir un CPU qui fonctionne sur cette carte mère-là. Rien que pour aller dans le BIOS et lancer la mise à jour. Donc, tu es obligé d'avoir un CPU qui fonctionne dans 75% des cas. Et donc, du coup, des fois, il y a certains magasins qui font les mises à jour de leur carte mère. Ce qui fait que quand ils t'envoient le kit avec un Ryzen 3000 et une B450, bah, la B450 a déjà été mise à jour au magasin par les employés pour que quand toi tu reçois ton truc, bah, tu peux directement mettre ton Ryzen 3000 dessus et t'as pas de souci. Sinon, si c'est pas le cas, AMD donc a remis en place un dispositif qu'ils avaient utilisé pour les Ryzen 2000, c'est qui donne un Athlon de 200 GE, donc qui est un espèce de boot kit. Donc il faut aller sur le kit, sur le site d'AMD, il faut mettre votre preuve d'achat d'une carte mère B450 et d'un Ryzen 3000. Vous payez juste les frais de port et une espèce de petite caution. Et il vous envoie un Athlon 200 GE avec un petit refroidisseur qui du coup est compatible avec les cartes mères de première génération et de seconde génération. Vous pouvez l'utiliser pour mettre à jour votre BIOS. Du coup, vous le mettez sur votre carte mère, vous mettez à jour votre BIOS, vous l'enlevez et vous mettez votre Ryzen 3000 dessus et ça marche bien. Et ensuite, vous renvoyez cet Athlon 200 GE. Si jamais vous voulez faire ça, donc voilà, il faut fournir à AMD des preuves d'achat de votre Ryzen 3000 et de votre carte mère Gen 1 ou Gen 2 et également des photos parce que sinon vous auriez pu très bien avoir la facture et demander un remboursement et renvoyer tout ça. Je disais que plus tôt cette semaine, il avait été annoncé à travers une rumeur par Cocottland qu'il semblerait que la AMD Radeon 7 avait été déclarée comme étant en fin de vie par AMD. Qu'ils avaient parlé à une source externe de chez AMD, etc., qui leur avait dit on arrête de produire la Radeon 7, elle arrive en fin de vie, blablabla. Il y a seulement quelques modèles qui sont dispo, mais voilà, maintenant ça va fonctionner sur les stocks, on n'en produit plus, tout ça, tout ça. Il semblerait que cette news, en fait, moi j'étais genre, what? La carte est sortie il y a 5 mois, 4 ou 5 mois, à peine, et ils arrêtent déjà la production, c'est en fin de vie, ils se rendent compte qu'elle marche pas du tout, etc., etc. Rumeur française, c'est un peu ça. En fait, il s'avère que cette news, eh ben, c'était vraiment, vraiment, totalement une info de chat. Donc une info pas sûre, hein, une info vraiment erronée. Désolé le chat, c'est pas contre vous. Mais il semblerait que ce soit totalement faux comme information et que AMD a démenti cette info en disant non, on continue la production des Radeon 7. La citation exacte qui a été envoyée donc, dans un communiqué à Tom Hardware US a été nous maintiendrons une forte disponibilité des Radeon 7 sur le marché pour l'ensemble des joueurs et des créateurs. Donc non, pas du tout mis à la poubelle, pas du tout en fin de vie. AMD continue à produire ses Radeon 7
Alors oui, elle est trop chère à produire, comme le fait remarquer Emric, notamment à cause de la mémoire HBM2 qui coûte un bras, parce que je pense qu'il y a 16 Go de mémoire HBM2 sur la Radeon 7, et je peux vous dire que ces 16 Go coûtent quasiment 200 à 250 $, je pense, sur le prix de la carte. C'est absolument gigantesque. La HBM2, ça coûte un bras, vraiment, et fait que les Radeon 7 sont très très chers à produire. C'est sûr que AMD, à mon avis, fait une marge qui est minuscule sur ces Radeon 7, mais ils veulent continuer à les sortir et à en avoir des dispos parce que c'est presque leur carte la plus puissante à l'heure actuelle. Voilà. Mais c'est vrai que, comme le fait remarquer Gaucho, pour l'instant, elle ne sert pas à grand chose parce qu'elle est trop chère et a du mal à concurrencer les cartes de chez Nvidia, notamment la 270 Super et la 2080. La 2070 Super et la 2080. En attendant, mis à part ces fausses rumeurs, etc., du côté de chez AMD, je peux vous dire que AMD, ça va très 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 bien pour eux. On va se baser sur des petits graphiques qui ont été faits par un des plus gros vendeurs en Asie et notamment en Corée, donc Corée du Sud bien évidemment, sur les 2 semaines passées, je pense que c'est les 2-3 semaines passées qu'il a fait ça, suite notamment à la sortie de Ryzen 3000, et vous allez voir que depuis le 7 juillet, l'intérêt pour Ryzen et pour AMD ne fait que grimper en flèche, et les gens achètent bien plus de CPU Ryzen que de CPU Intel. Ça a été également montré notamment par un petit site allemand. Il y a toujours le plus gros retailer allemand, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais qui sort généralement ce genre de graphique où vous voyez le nombre de processeurs qui sont vendus sur leur site par répartition. Genre tous les processeurs AMD, tous les processeurs Intel qui sont vendus, et vous voyez par mois comment ça évolue. Et vous avez également le détail avec chaque modèle de processeur. Et par exemple, la génération 2 chez Ryzen, c'était le 2600X qui était hyper bien vendu et le 2700X, mais Intel était toujours devant. Et là, depuis début juillet, la tendance s'est complètement renversée, c'est-à-dire que Intel avant faisait 60% des ventes et AMD faisait 40%, et depuis début juillet, c'est l'inverse. Intel est passé à 40% des ventes et AMD à 60%. Et le 3600 et le 3700X se vendent comme des petits pains. Et il semblerait que ce ne soit pas seulement le cas en Allemagne, mais également, comme je vous le dis, également dans le marché asiatique. Comme vous pouvez le voir, ça c'est le nombre de ventes et les parts de marché. Le nombre de ventes, grosso modo, et les parts de marché que... le nombre de ventes qu'ils font, que ce soit chez Intel ou chez AMD. Donc ce petit magasin en Corée du Sud. En vert, vous avez Intel. Et en rouge, vous avez AMD, rouge, rose, etc., etc. Alors, au niveau des dates, je vous avouerai que je pense que ça, c'est du tac, tac, tac. Ça doit être 2017, 2019, du 7-1 au 7-11. Donc, début juillet, c'est la première semaine de juillet. La première semaine de juillet. Vous voyez que, bon, on est sur un truc classique au début, avant la sortie de Ryzen. Voilà, Intel est devant. Ça s'est beaucoup vendu le 6 juillet pour une raison obscure. Ils ont dû vendre beaucoup de processeurs Intel pour une quelconque raison. Mais vous voyez que le 7 là, le 7, sorti d'AMD, on a un énorme déclin. AMD remonte en flèche. Et là, c'est le jour où les processeurs sont dispo à tout le monde, grosso modo. Et là, hop, AMD passe directement devant. Directement devant. Et Intel commence à descendre. Également, depuis, ça c'est le nombre de recherches sur leur site. Ça c'était le nombre de ventes. Ça c'est le nombre de recherches pour Intel versus AMD. Et à partir du 3 juillet, il y a beaucoup plus de gens qui cherchaient des processeurs AMD sur leur site que de gens qui cherchaient des processeurs Intel. 72% des personnes étaient intéressées par du AMD contre 27% par du Intel à partir du 7 juillet. Vous imaginez? Là, Intel, ça va absolument bien. AMD, ça va absolument bien pour eux et Intel, ça va très 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 mal. Et voilà ce qui se vend dans le marché asiatique. Beaucoup de 3700X, beaucoup de 3600 et du côté de chez Intel, c'est du 9400F. Donc du processeur plutôt entrée de gamme qui viendrait rivaliser à la limite avec un Ryzen 3 quoi. Voilà. Peut-être un Ryzen 5 2600 quelque chose comme ça. Alors je vais revenir sur ce que je viens de dire. Il semblerait que depuis l'année dernière, si on regarde les graphiques justement de ce magnifique site
de vente allemand, qui est le plus gros site de vente allemand de pièces informatiques, je pense. Je sais plus c'est quoi exactement le nom. Si je l'ai, c'est mindfactory.de, donc .Deutschland. Donc qui est un des plus gros sites de vente de processeurs et de matériel informatique. Il semblerait que depuis septembre l'année dernière, AMD soit devant en termes de vente, en tout cas en Allemagne, par rapport à Intel. Vous voyez là, 65%, 71, 60, 69% de vente, 68, etc., etc., etc. Donc il semblerait qu'AMD, au final, ait quand même les devants en termes de nombre de ventes, parce que ça, c'est le nombre de CPU vendus. Par contre, en termes de revenus, ben, Intel joue toujours du coude à coude, parce que les processeurs Intel valent plus cher et que les Ryzen sont plus abordables. Donc même si Intel vend moins de processeurs, d'un point de vue revenu pur et dur, bah, au final, Intel est beaucoup plus proche d'AMD qu'en nombre de CPU vendus. Les Ryzen 2000 avaient déjà la cote, ouais, ils avaient très la cote. Là, vous voyez ça là? Le 2700, il est tellement vendu le 2700, my god, c'est assez impressionnant. C'est la barre rose ici, là, c'est le nombre de ventes de 2700, Ryzen 7 2700. Bon, à mon avis, cette tendance, comme je disais, va continuer et va même pas s'aggraver, mais va s'accentuer avec les Ryzen 3000. C'est obligé. C'est obligé. Bon, on va continuer avec du Nvidia. Nvidia, on a des premiers benchmarks synthétiques, donc c'est pas du tout des benchmarks en jeu, c'est à prendre avec des énormes pincettes, de la RTX 2080 Super qui ont leaké. Et donc c'est une nouvelle carte qui va coûter 700$, donc qui se place au même prix que l'ancienne 2080. J'avais fait une petite erreur dans l'ancien Tech-Talk, je disais que toutes les nouvelles cartes Super se plaçaient au prix des anciennes cartes, ce qui était partiellement faux. C'est-à-dire que la 2060 Super était 50$ de plus que la 2060. Parce que la 2060 continue à exister sur le marché. Alors que les autres sont remplacés. La 2070 et la 2080 sont remplacées. Donc les versions Super viennent se placer au même prix. Alors que du coup la 2060 n'est pas remplacée. La 2060 Super, elle vient se placer 50$ plus cher que la 2060. On était à, je pense, 349 pour la 2060, 399 pour la 2060 Super, 499 ou 599 pour la 2070 Super et 699 pour la 2080 Super. Bon, premier benchmark synthétique, vraiment, je pense que c'est des benchmarks c'est sur Final Fantasy XV, mais ça reste un benchmark de jeu sur un jeu. Personnellement, ça rentrerait presque dans un benchmark synthétique, voilà. Et on voit qu'on a un score de 8663 sur la 2080 Super contre 8058 sur la 2080 standard. Ce qui veut dire qu'on a 600 points en plus sur la Super, la version Super. 600 points par rapport à 8000, on est comme on le disait tout à l'heure sur 8% de perf en plus. 10% ça serait 800, 600 c'est 8%. Donc on est sur 8% de perf en plus, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais la carte va être proposée au même prix. Donc, techniquement, tu peux pas te plaindre. On peut difficilement se plaindre parce que c'est pas comme si c'était une nouvelle carte qui était proposée plus chère, qui était proposée à 700, 800, qui était proposée à 800, 900€. Non, elle est proposée à 699$ US, qui est le même prix de sortie de la 2080, sauf qu'il y a 8% de perf en plus. Donc, au final, why not? Par contre, ce qui devient très intéressant, c'est que la 2080, elle, pendant ce temps-là, va descendre de prix. Tant qu'il y a des stocks, parce que du coup, les productions de 2080 vont être arrêtées, vu que c'est remplacé par la Super. Mais tant qu'il y a des stocks, eh ben, vous pouvez en acheter et les prix vont descendre. Et ça, c'est intéressant, parce que si vous trouvez une 2080 à quoi? 500€, donc 200€ moins cher, quoi, 500, 550€, c'est quand même une très bonne occasion. Une très bonne affaire, surtout si c'est du neuf. Parce que voilà, vous économisez 150 à 200€ et vous avez 8% de performance en moins. Mais vous avez économisé 150 à 200€. Ça fait cher le pourcentage. C'est rentable au niveau de l'économie. Salut Karl, comment ça va? J'espère que tu vas bien, Karl. Est-ce que t'es pas censé être au travail, Karl? Si. Et tu vas dire toi aussi, non, pas moi, je commence à 13h. Voilà.
Bon, la 2080, super, 250 watts de TDP. Au niveau des Tensor Core, des cœurs pour le ray tracing, ça reste quasiment tout pareil. Et ça sort le 23 juillet. Ça sort le 23 juillet. Donc j'ai déjà vu des 2080 qui commençaient à descendre de prix. Mais je pense que attendez après le 23 juillet si vous voulez voir des soldes et des rabais un peu plus significatifs sur les 2080, vu que la 2080 Super sera sortie. Voilà. La RTX 2080 en russe est à 590 € avec 2 jeux. Ça peut être rentable. Ça peut être rentable, effectivement. 590 €, c'est pas si cher que ça pour une 2080. C'est pas si cher que ça pour une 2080. C'est moi le patron, donc non, effectivement, ça aide un petit peu. Ça aide un petit peu. On va continuer avec toujours Nvidia et toujours les cartes super. Alors, c'était juste pour vous annoncer que ceux qui attendent avec ferveur et passion et envie une 2080 Ti super, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais. N'attendez pas. N'attendez pas un refresh de cette 2080 Ti. Ça ne se passera pas. Ce n'est... Non, not happening. Pas du tout. Jamais. Donc il y a même, je pense, un chef exécutif de chez Nvidia. Donc je pense que ça doit être un VP Engineering ou quelque chose comme ça. Qui a dit que... Donc ça s'appelle Jeff Fisher. Il est vice-président senior de la division PC de chez Nvidia. Et il a dit que non. Il a juste dit non. Il y a quelqu'un qui lui a demandé est-ce que un refresh en version super de la 2080 Ti était prévu. Il a juste dit non. Il a dit pas du tout. Donc ça peut changer, c'est sûr, mais premier abord, Nvidia n'a pas du tout prévu de faire un refresh de la 2080 Ti. Voilà. Donc n'attendez pas, si vous voulez une 2080 Ti, ben achetez-la. Voilà. 9, 9, 9 et 9. Exactement. Sinon vous voulez le vrai refresh de la 2080 Ti, ça sera la prochaine génération des cartes graphiques Nvidia. Voilà, ça ne viendra pas avant. Ça ne viendra pas avant, pas avant. Il ment. Non, je ne pense pas qu'il mente. Parce que sinon, il aurait dit possible ou il aurait dit c'est envisageable. Tu vois, il n'aurait pas juste dit non. Là, il a vraiment dit, j'ai plus la quote exacte et la citation exacte, mais il avait dit non, c'est absolument pas prévu. Voilà. Bon, on va continuer tranquillement avec une news qui concerne Huawei. Huawei. Alors Huawei bosse d'arrache-pied, vous vous en doutez, sur leur nouveau système d'exploitation, leur nouvelle OS, qui s'appelle, je sais plus, je pense que c'était Oni quelque chose, Oni Womb ou Onicomb ou un truc comme ça. J'ai plus exactement le nom. Oh, Hongmeng. Ça doit certainement, voilà, ça doit certainement être ce nom-là. Donc apparemment, il serait pas mal avancé. Il bosserait beaucoup dessus et il semblerait qu'il soit plus rapide que la version d'Android actuelle. Plus rapide au niveau plus fluide, certainement, au niveau du lancement des apps, au niveau du démarrage du téléphone, etc., au niveau du switch sur les apps, du multitâche et tout. Mais apparemment, pour l'instant, il ne serait pas encore totalement prêt, il ne serait pas encore assez peaufiné, il ne serait pas encore assez bon pour qu'ils le sortent tout de suite. C'est-à-dire que, bon, ils avaient peut-être prévu une sortie, je pense, en septembre-octobre, mais il semblerait que ce soit un petit peu trop tôt et qui retarde un petit peu cette première sortie pour un petit peu plus tard, parce que de leur point de vue, ils sont pas encore au top de ce qu'ils pourraient faire. C'est-à-dire qu'ils peuvent encore l'améliorer, l'optimiser et le rendre meilleur que ce qu'il n'est déjà. Alors sachant que d'un autre côté, il y a Google aussi qui bosse sur son nouvel OS qui est Fuchsia OS et aussi sur Android 10. On va voir comment tout ça va se goupiller. Je suis sûr que Huawei va avoir aucun mal à implémenter son système d'exploitation quand ça sortira sur le marché asiatique. Parce que, bon, déjà, le marché asiatique est très très différent du marché européen et du marché nord-américain. Ça n'a rien à voir, que ce soit les applications, les services utilisés, etc. Huawei est énorme là-bas. Et à mon avis, ça va s'implémenter en 2 secondes. Tout le monde va, genre, directement adhérer au nouveau système d'exploitation de chez Huawei, sans aucun souci. Par contre, en Europe et en Amérique du Nord, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. On va voir. L'OS de Huawei, c'est pas Hongmeng ou Harmony, c'est ça. Hongmeng, c'est le nom qui est donné à la Chine, mais vous vous en doutez bien. Appeler un truc Hongmeng
en Europe ou en Amérique du Nord, justement, ça fait partie des trucs où là, c'est plus compliqué. Ça passe un petit peu moins bien. Donc, j'avais lu une news comme quoi le nom qu'ils auraient choisi pour l'Europe et pour le reste du monde, autre marché asiatique, ça serait Harmony. Parce que ça sonne mieux. Voilà. Et c'est vrai que ça sonne mieux, Harmony. Bon, la news suivante concerne Google et ça fait pas vraiment plaisir. Il semblerait que des employés de chez Google peuvent écouter quasiment tout ce qui se passe dans votre salon. Avec, si vous avez un Google Home, bien évidemment, ou n'importe quelle déclinaison du Google Home. Donc c'est une information qui a été dévoilée par un contracteur, donc une entreprise qui était embauchée par Google, enfin pas embauchée par Google, mais des employés qui travaillaient pas directement, qui n'étaient pas directement employés par Google, mais qui étaient genre une firme de consulting qui travaille pour Google et qui envoie des employés chez Google. Donc dans beaucoup de compagnies, vous avez des consultants qui sont là, qui ne sont pas directement employés par la compagnie, mais par une compagnie externe, et votre boîte et compagnie embauche cette compagnie-là pour lui fournir des consultants. Voilà, voilà. Et il semblerait que certains de ces consultants aient dévoilé cette information comme quoi, eh bien, il y avait la possibilité, il y avait des millions et des millions d'enregistrements audio de Google Home qui étaient stockés chez Google sur les serveurs et que les employés de Google ou certains employés de Google pouvaient écouter tous ces enregistrements-là. Que de base, Google s'est défendu en disant oui, mais de base, c'est fait pour que ce soit écouté par des experts et c'est seulement une infime partie des enregistrements qui sont écoutés et qui ont été écoutés par nos experts afin d'améliorer justement la compréhension orale et le langage humain et le natural language processing, donc ouais, c'est le NLP. Je sais pas comment traduire ça. NLP, Natural Language Processing, c'est pas le calcul, mais le traitement du langage parlé, quoi, afin que Google, etc., comprennent mieux ce que vous demandez. Et donc, mais voilà, ils se sont défendus comme ça, mais apparemment, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enregistrements et il y aurait des enregistrements qui auraient rien à voir parce que des fois, apparemment, le Google Home commencerait à enregistrer, en fait, vous écouterait parce qu'il a cru que vous lui demandiez quelque chose alors que c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a plein d'enregistrements qui sont pas des trucs qui sont dirigés vers le Google Home. C'est-à-dire que ça enregistre des choses et votre voix quand vous faites « Hey Google, est-ce que tu peux faire ça ?» Donc ça l'enregistre de base. Mais, ça apparemment enregistre également des fois quand vous ne demandez pas « Hey Google ». Donc ça peut enregistrer vos conversations, ça peut enregistrer des gens qui parlent dans votre salon, etc. Vous qui vous engueulez avec votre mère, des enfants qui jouent, etc. Vous qui dites tout haut votre numéro de carte bleue à votre femme pour acheter quelque chose, etc., etc., etc. Donc ça enregistrait à plein de moments où il n'y avait pas raison d'enregistrer. Déjà de base, que ça enregistre, je trouve ça un petit peu moyen, hein, d'un point de vue éthique et utilisation, je trouve ça un petit peu borderline. Mais en plus, si ça enregistre à des moments où ça n'a rien à voir et je suis même pas en train de lui parler, c'est encore pire. Surtout qu'il peut y avoir plein d'informations hyper sensibles dans ce que tu dis, genre dans ton salon, quoi. T'es chez toi, t'es en privé, tu parles de tout et n'importe quoi, voilà. Et si ça enregistré, c'est quand même un peu grave, quoi. C'est quand même un peu grave. Des gens qui disaient, voilà, c'était clairement pas ma voix. Il y a un mec qui a genre enregistré, genre, ah bah non, c'était clairement pas ma voix, voilà. Et apparemment, Google était en mode oui, mais c'est pour qu'on améliore nos processus et la façon dont on vous répond, qu'on comprenne mieux ce que vous demandez, etc. pour améliorer justement le Google Home et tout, et qu'on réponde mieux aux attentes des utilisateurs. Donc, on est obligé d'avoir des experts qui écoutent un petit peu les demandes et voir ce que Google a répondu et essayer de genre arranger ça et tweaker ça pour que ça marche mieux. Sauf que ils pourraient écouter tout et n'importe quoi vu qu'ils ont accès à tous les enregistrements et qu'il y en a des millions et des millions et des millions. C'est assez hallucinant. Assez hallucinant. Voilà, bon, personnellement, j'ai pas de Google Home. Je pense pas en avoir un jour.
J'ai pas Alexa non plus, j'ai rien, j'ai aucun truc de assisté vocal. J'utilise non plus jamais le Google Home de mon téléphone, l'assistant vocal, j'ai jamais utilisé ça une seule fois. Et je pense que c'est bien un des trucs que je n'achèterai quasiment jamais. Genre vraiment, vraiment, vraiment jamais. S'il y a bien un des trucs que je n'achèterai pas, c'est, je pense, un Google Home ou un Amazon Alexa. Juste à cause de ça. C'est à cause que tu peux être enregistré tout le temps, genre que ça t'écoute tout le temps, et que c'est un. Et que pour moi, je trouve que c'est un problème. C'est pas un truc dont j'ai vitalement besoin au point de genre faire une croix sur ma vie privée et donner quasiment toute ma vie à Google, tu vois. Genre c'est si c'était un truc qui était hyper utile, genre vraiment genre indispensable. Et encore, je suis sûr qu'il y aurait des alternatives si c'était indispensable parce que ça serait pas les seuls à le faire. Si c'était vraiment indispensable. Peut-être que j'en prendrais un, tu vois, si c'était indispensable, mais peut-être pas chez eux. Mais là, j'ai genre zéro utilité du truc, donc ça serait vraiment un gadget juste pour le lol. Donc rien à foutre. Rien à foutre. Google Home, c'est la même chose que ton assistant, je sais pas quoi, sur le téléphone. Ah oui, c'est la même chose, hein. C'est la même chose. Mais c'est pour ça que j'utilise jamais l'assistant sur mon téléphone non plus. Je lui parle jamais. Je sais que déjà mon téléphone m'écoute bien trop souvent et ça me casse les couilles. Mais ça peut difficilement y faire quelque chose, quoi. À part débrancher le micro totalement, sauf que c'est un petit peu problématique quand tu vas avoir des appels. Bon, en attendant, Google fait d'autres choses. Et pour le coup, ils font des trucs des fois qui sont pas si dégueux que ça. Et là, ça parle de DeepMind et d'intelligence artificielle. On en avait déjà parlé il y a un petit moment. C'était l'intelligence AlphaStar, donc le joueur AlphaStar, le faux joueur AlphaStar, qui en fait, derrière tout ça, c'est l'intelligence artificielle DeepMind, qui jouait à StarCraft 2, et qui s'était entraîné, etc., et qui avait même battu des joueurs professionnels sur StarCraft 2. Sauf que le problème, c'est que l'IA avait clairement un avantage parce que elle voyait toute la carte de base. Genre, elle était quasiment omnisciente. Donc, elle voyait quasiment toute la carte. Donc, c'était très, très, très dur d'avoir un combat qui était juste et équitable, même contre un joueur pro. Mais elle l'avait explosé. Genre, ils avaient fait 3 matchs. Je pense qu'il avait perdu les 3 ou il en avait gagné un. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est encore mieux. C'est que du coup, Google déploie DeepMind et AlphaStar dans le jeu StarCraft 2 directement pour jouer des games de manière aléatoire contre des vrais joueurs en ligne. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait des joueurs de StarCraft 2, sans le savoir, qui vont tomber contre un joueur qui n'est pas un joueur, qui est en fait une IA contrôlée par DeepMind et par Google, quoi, grosso modo. Et voilà, sans le savoir. Mais du coup, cette fois, ils ont un petit peu ajusté ça pour que l'intelligence artificielle et AlphaStar ne voient seulement la partie de la carte qu'il est censé voir, voilà, que ce soit la même vue que pour le joueur, quoi, qu'il n'y ait pas d'avantage pour l'intelligence artificielle par rapport au joueur, qu'il n'ait pas une vision totale de la carte, etc., etc. Donc ils ont un petit peu tweaké ça pour que vraiment il ait juste ce qu'il voit sur sa caméra et c'est tout, et qu'il puisse pas non plus faire 3000 actions à la minute. Parce que comme c'est un PC, bah, il envoie des commandes et il fait tout plein de trucs. Sauf que ça serait trop déloyal par rapport à un humain qui peut juste faire au maximum quoi, 100 actions par minute sur StarCraft, c'est déjà énorme, je pense. 200 actions par minute, c'est aussi beaucoup, un truc comme ça. Ça serait trop déloyal. Du coup, ils ont diminué son nombre maximal d'actions par minute. Ils ont mis une limite au nombre d'actions par minute que peut faire l'intelligence artificielle, histoire que ce soit un petit peu plus un combat un petit peu plus équitable. Voilà. Et donc du coup, bah, sauf que c'est un joueur, c'est considéré comme un joueur. Sur StarCraft 2, ça va être comme un joueur. Donc si tu joues une partie compétitive contre l'IA et que tu perds, bah tu vas perdre du MMR. Si tu gagnes du MMR, etc., etc., etc. Et apparemment, AlphaStar va pouvoir aussi de son côté jouer comme un vrai joueur. Et si elle joue des parties classées et qu'elle gagne, elle va pouvoir être promue, etc. Et puis atteindre les plus hautes sphères de la ligue de StarCraft 2. À mon avis, ça m'étonnerait pas qu'elle se retrouve Grand Master à StarCraft 2. Voilà, voilà. C'est assez hallucinant. Mais j'ai hâte de voir où ça mène. J'ai hâte de voir où ça mène. Bon, la news suivante concerne Nintendo. Alors, Nintendo, vous n'êtes pas sans savoir que Nintendo
a bien évidemment sorti, ou plutôt annoncé, parce qu'elle n'est pas encore sortie, ça sort en septembre 2019, notez-le bien, sorti en septembre 2019, la nouvelle Nintendo Switch Lite. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une Nintendo Switch qui ne switch pas du tout, qui a perdu la fonctionnalité de Switch. C'est une Nintendo Switch en fait qui est juste une console portable. Grosso modo, il faut voir ça comme le remplacement de la Nintendo 3DS qui est sortie la dernière du nom, je ne sais plus c'est laquelle. Voilà, c'est la nouvelle console portable de chez Nintendo, c'est pas vraiment une Nintendo Switch. Parce que vous pouvez plus enlever les Joy-Con déjà de base, donc c'est juste un seul bloc comme vous le voyez ici. Les Joy-Con ne sont plus détachables. Et ensuite, vous ne pouvez plus l'utiliser en mode console de salon. Vous ne pouvez plus la mettre sur le dock et retransmettre l'image sur votre télé pour y jouer en mode salon avec une manette, etc. Non, non, ça se joue seulement en mode console portable. L'écran est un petit peu plus petit, je pense. Je vais voir au niveau des spécifications. On a certainement un processeur Tegra fait par Nvidia. Donc c'est un combo CPU-GPU bien évidemment qui va peut-être être un tout petit peu moins puissant que celui de la Switch. On a certainement 4 Go de RAM comme sur la Switch, mais ça c'est pas sûr. On a 32 Go de stockage comme sur la Switch. Vous pouvez bien évidemment mettre une carte micro SD comme sur la Switch. Toujours Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez recharger en USB-C. Comme d'hab, voilà, vous voyez ici la petite prise USB-C sur le dessous. Par contre, vous ne pouvez pas forcément utiliser le dock pour la recharger, je ne suis pas sûr. Au niveau de l'écran, on est sur un écran de 5.5 pouces qui est en 720p. Donc on a un écran qui est, je pense, moins bien défini que l'écran de la Switch, parce que l'écran de la Switch, je pense, c'est du 900p. Donc on a quasiment le même écran, et on a une batterie qui est un tout petit peu plus grosse que la Switch, je pense, qui fait 3570 mAh, et elle est un petit peu plus légère, parce qu'elle fait 275 grammes. Donc voilà, ça va venir en plusieurs couleurs. Vous avez vu du jaune, du gris ou justement le turquoise que vous voyez ici. Et il y a une version un petit peu spéciale pour Zelda. Une version un petit peu... est-ce que c'est Zelda ou est-ce que c'est Pokémon? Je pense que c'est pour Pokémon. Ah c'est ça, Pokémon. Une version spéciale Pokémon Light, Zaken et Zamatia qui sont les, je pense, les deux Pokémon légendaires pour Pokémon Shield and Sword. Donc voilà. Et le nouveau prix, c'est ça qui est très intéressant, surtout, enfin c'est plutôt ça que je trouve intéressant, c'est qu'au final cette nouvelle Nintendo Switch Lite coûte 100 € de moins que la Switch normale, c'est-à-dire qu'elle est à 200 $ US, donc on est 100 $ moins cher que la Nintendo Switch classique. Voilà, voilà. Bon, est-ce que ça va trouver sa place? Certainement, mais moi je vois ça vraiment juste comme un remplacement de la 3DS. Voilà. C'est la nouvelle Nintendo 3DS. Ils ont appelé ça Nintendo Switch parce que, on va dire, je pense qu'ils veulent faire rentrer toutes leurs consoles sous la gamme Switch. Genre avec la Switch qui est la console standard, la Switch Lite qui va être la console portable, etc. etc. Allez, j'ai bien l'info, cette fois-ci, bonne info de chat, comme quoi l'écran de la Switch est un petit peu plus petit, par contre la résolution est la même. Donc on a un écran un petit peu plus petit, une console qui doit être également un petit peu plus petite, mais par contre la résolution de l'écran est en 720p comme sur la Switch standard. Bon, en attendant, en plus de cette Switch Lite, il y a également un autre refresh de la Switch qui a été annoncé, c'est plutôt une révision. Ça passe un petit peu sous les radars, c'est très peu marketé. Et en fait, c'est juste que Nintendo va mettre à jour quelques-uns des composants à l'intérieur de la Switch. Potentiellement, va certainement y avoir une meilleure batterie et potentiellement une version un petit peu plus puissante au niveau du CPU. On n'a pas exactement les infos au niveau du CPU, GPU, on ne sait pas si ça va être le cas. Mais ce qui est sûr, c'est que les modèles de Switch standard vont être revus avec une upgrade, notamment avec la batterie qui va être améliorée, qui passe le temps de jeu moyen de 2.5 à 6 heures à 5.5 à 9 heures. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait jouer entre 2h30 et 6 heures, dépendamment à quoi tu jouais et ce que tu jouais. Donc tu avais une autonomie qui était entre 2h30 et 6 heures. Et là, avec l'update de la batterie, on double quasiment la batterie et on passe de 5h30 à 9 heures d'autonomie sur la nouvelle Switch qui est révisée. Donc le package et cette nouvelle Switch vont être un petit peu mis au goût du jour et ça devrait arriver courant août dans les magasins. Voilà.
mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de com là-dessus. Mais on aura peut-être un petit peu d'autres infos un petit peu plus tard quand ça se rapprochera et quand ça sortira. Alors, la news suivante concerne FaceApp. FaceApp, je pense que vous en avez entendu parler très récemment puisque tout le monde sur Twitter s'est mis à utiliser FaceApp, cette magnifique application russe qui transforme votre visage, qui peut vous rajouter de la barbe, vous rajouter des lunettes, vous rajouter un sourire, vous transformer en femme, vous transformer en vieille personne, donc voir la face que vous avez quand vous serez vieux, etc. Vous rajouter une moustache, changer la couleur de vos cheveux, changer la couleur de vos yeux limite, etc. Plein de choses, plein de choses. Ça utilise évidemment du machine learning et de l'intelligence artificielle pour faire ça. Ça a étudié des milliers de photos de vieilles personnes, de femmes, etc. pour voir les traits, quels étaient les traits d'une femme et comment les adapter sur votre photo. Et ça applique ça aux photos que vous lui soumettez. Les résultats sont parfois un petit peu bizarres, mais souvent, c'est assez impressionnant en termes de résultats. C'est-à-dire que ça a l'air de marcher quand même plutôt pas mal. Le seul problème, c'est que cette application russe télécharge quasiment toutes vos photos que vous lui soumettez sur son serveur et dans ses conditions d'utilisation dit qu'ils ont le droit à vie, donc ad vitam aeternam, de faire ce qu'ils veulent de vos photos. C'est-à-dire que vous utilisez l'application, vous adhérez à ses conditions d'utilisation, etc. Eh bien, FaceApp télécharge vos photos et les store sur leur serveur, parce que de base, ils ont besoin des photos en interne, parce que tous les calculs se font sur leur serveur et pas sur votre téléphone. Donc c'est pour ça qu'ils téléchargent la photo sur leur serveur, font tous les calculs pour vous mettre en plus vieux, vous mettre en femme, etc. Et ensuite vous renvoient le résultat sur votre téléphone. C'est pour ça que ça prend un peu de temps quand ça calcule. Bref, ils téléchargent tout ça et dans leurs conditions, ils disent on a le droit d'en faire ce qu'on veut, les utiliser pour ce qu'on veut, etc. Pour de la pub, n'importe quelle utilisation et tout et tout. Et il semblerait que ça pose quelques problèmes au niveau, pas au niveau légal, mais au niveau sécurité et vie privée, notamment aux États-Unis, où on a un sénateur qui a clairement envoyé une lettre au FBI et au FTC, qui est la Federal Trade Commission, qui gère un petit peu les échanges économiques et tout, pour ouvrir une enquête d'investigation sur la sécurité, pour la sécurité nationale d'utiliser en utilisant cette app, et la vie privée. Donc en gros, ils disent, il exprime qu'il a des serious concerns regarding both the protection of the data, donc il a des doutes assez énormes sur la protection des données qui sont collectées par FaceApp et par l'application russe, et qu'il pense que les utilisateurs ne sont pas au courant de qui a accès à leurs données une fois qu'elles ont été téléchargées par l'application. Voilà. Donc en gros, il y a potentiellement une enquête qui va être ouverte par justement le FBI et le FTC pour contre cette application pour voir si effectivement elle pose problème. Notamment, on sait que les États-Unis et la Russie, c'est pas forcément des très 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 grands copains, voilà. Donc bon. Notamment, il demande que ça soit investigué, que ce soit enquêté, parce que il y a des millions d'Américains qui l'ont utilisé. C'est une compagnie qui est basée en Russie, et apparemment tous les utilisateurs ont donné full accès et un accès irrévocable à leurs données personnelles et à leurs photos. Et c'est ça surtout qui le gêne. Ce qui est quand même très 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 problématique. Bon, la dernière news concerne une série, une petite série que vous avez certainement entendu parler de cette série. C'est The Witcher, qui a été dévoilée avec un teaser lors de la Comic-Con San Diego qui se tenait ce week-end, et on a eu plusieurs trucs qui ont été dévoilés, beaucoup de films qui ont été dévoilés lors de cette Comic-Con notamment, et certains jeux aussi, mais j'ai retenu The Witcher, la série qui a été dévoilée, qui va sortir sur Netflix certainement à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Allez, on va mater ça tout de suite, c'est parti. I remember hearing stories about witches. Is it true what they say?
Elves are the original sorcerers of the continent. When humans and monsters arrived, elves taught the humans how to turn chaos into magic. And then the humans slaughtered them. Chaos is the most dangerous thing in this world. But without control, chaos will kill you. So that's all life is to you? Monsters and money? It's all it needs to be. Something out there waits for you. This child will be extraordinary. Yennefer, imagine the most powerful woman in the world. Do you have what it takes? You've got her here. She's why they came. You can't outrun destiny just because you're terrified of it. It's coming. Find Geralt of Rivia. I can't do this without you! No matter what you choose, you'll come out bloody. Beaucoup de choses extrêmement intéressantes dans ce trailer. Beaucoup de choses intéressantes. Ces plans-là. The Witcher, Geralt qui marche dans la ville, etc. Quoi d'autre? Les elfes avec la forêt et tout et tout. Quoi d'autre? Yennefer, ici, qui est totalement défigurée parce que Yennefer était une sorcière et avant qu'elle soit belle, elle était totalement... elle était mal formée, etc., etc. C'est le cas de beaucoup de sorcières. Donc là, on a Yennefer, on voit Yennefer avant sa transformation. Donc possible qu'il y ait pas mal de choses qu'on apprenne sur Yennefer et sur son plus jeune âge, etc. Je pense qu'on voit aussi... ça c'est pas une école, mais c'est genre une institution de sorcières. Elle, je sais plus comment elle s'appelle. On a les gardes de Nilfgaard, etc. Ça, c'est les gardes de Sintra, je pense, parce que là où ça se passe, il y a beaucoup d'actions qui se passent dans la ville de Sintra. Donc ça, c'est les gardes de Sintra. On va voir, on a des plans sur la transformation d'Yennefer. On a des plans sur Ciri quand elle est jeune et quand elle est un tout petit peu plus vieille. On a des plans sur... ça doit être Geralt qui chasse un monstre, potentiellement la Striga ou une wyvern ou whatever, mais certainement un massacre qui a été fait par un monstre et que Geralt doit chasser. On a la Striga, justement, ça doit être un plan où il a la chaîne et il la lance sur la Striga. Voilà. Beaucoup de choses qui ont l'air très bien dans cette série. Je suis vraiment fan des décors, je suis vraiment fan du look qu'a Geralt et des costumes. Les costumes sont magnifiques. On ne sait pas exactement jusqu'où ça va aller dans les livres. Étonnamment, je pense que ça va jusqu'au 4e livre, 3e ou 4e livre, quelque chose comme ça, mais il y a des plans qui sont dans des livres qui sont plus loin, notamment quand Ciri voit l'arbre, je sais pas où il est exactement. À un moment, il y a un petit arbre. Je sais plus où il est. À un moment, il y a un petit arbre, voilà. Ah oui, ici. Quelque part par là. Quand elle est, à ce moment-là, quand elle est... à ce moment-là... Ouais, il y a un moment où il y a un arbre. Et c'est dans le livre, dans les livres bien plus tard. On voit pas beaucoup de monstres, c'est vrai. On voit la Striga qui est là. On voit pas d'autres monstres, mis à part celui à la fin, justement, qui est une espèce d'araignée. Je sais plus exactement ce que c'est comme monstre, mais ça aussi, par contre, ça j'aime beaucoup. On voit le look de Geralt tel qu'il est un peu plus dans les livres, et pas vraiment dans le jeu, mais dans le jeu, tu le vois, il devient un peu comme ça quand tu prends trop de potions et trop de trucs dégueulasses, que tu t'injectes des machins et tout pour combattre les monstres avant des boss fights et tout. Mais ça, c'est la gueule d'un sorceleur, clairement. Quand il s'injecte des trucs, quand il se fait des modifications et tout, il a cette gueule-là. Il est dégueulasse. Et c'est parfait. Bon. Voilà.
C'est la fin de ce Tech Talk. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. Laissez vos questions, remarques en commentaire comme d'habitude. Et moi, je vous dis à ciao, bonsoir.